Bonjour. Bonjour. Chers membres de la FIAPSI, invités et sponsors, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour ce premier webinaire 2020 de la FIAPSI Suisse. Avant de souhaiter la bienvenue à nos orateurs, j'aimerais dire quelques mots pour tous nos membres ou pas encore membres concernant la FIAPSI Suisse et de la FIAPSI internationale. Il y a des membres principaux, c'est l'USP et Suite. On a pareil des membres académiques, c'est l'Institut pour le droit suisse et international de la construction, Swiss Institute of Real Estate Appraisal, Hochschule Luzern für Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen und Institut Suisse de l'économie immobilière. Au niveau international, tout sous le toit de la FIAPSI internationale. Il est désormais courant à la FIAPSI, dans notre esprit de famille, d'accueillir des représentants de l'organisation mondiale. C'est un honneur particulier pour moi d'accueillir le Past World President de la FIAPSI, Pirkor. Merci Thomas. C'est une excellente initiative que vraiment je vous félicite d'avoir organisé ce webinaire à FIAPSI International. Nous aurons le président de FIAPSI France, Léo Attias, ici pendant cette intervention et des éminents représentants suisses. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Merci Kiko. En plus, c'est un très grand honneur particulier pour moi d'accueillir le président de la FIAPSI France et le membre du comité de la FIAPSI internationale, mon ami Léo Attias. Merci pour ta participation. Bonjour à tous et bonjour à tous nos amis suisses, évidemment. D'abord, je ne veux pas dire que la Suisse fait presque partie de la France, mais on est tellement proche et tellement près, et si bien qu'il y a presque une confusion dans le paysage avec nos Suisses. Ils viennent très souvent à Paris, il y a beaucoup de liens, si vous voulez, fondamentaux avec la Suisse. Donc, je suis ravi, en tout cas, d'être présent ce matin avec vous. Merci, Léo. On revient de tout ça. Nous ne voulons pas oublier nos sponsors. Un grand merci. C'est le silver sponsor Homegate, Swiss Circle, ImmoTrader, les bronze sponsors Ready Data, First Ocean, Polyrapid et le sponsor UPC. Voilà. Je voudrais maintenant aborder le sujet passionnant d'aujourd'hui, Covid-19, conversion des espaces de bureaux comme solution. C'était plein dans les médias qu'il y a des changements de l'utilisation de home office ici, de là, des grandes sociétés. Pour exemple, la Crédit Suisse a publié qu'ils ont eu une cote de présence de seulement 20% et 80% restent à la maison. Chez Roche, c'était encore 15% seulement au bureau, le reste à la maison. Ça, autre message de la média a posé la base du sujet d'aujourd'hui dans notre webinaire. Pour cela, je voudrais passer à la main à mon collègue du comité, Vitali Becker. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Merci Thomas. Effectivement, c'est un sujet sensible. Évidemment, c'est un sujet sensible. Les bureaux, on est dans une conjoncture économique de taux d'intérêt négatifs. Donc, il y a un grand attrait pour l'investissement dans la pierre, dans l'immobilier. Ces dernières années, on observe beaucoup de transactions dans tous les domaines de l'immobilier, que ce soit résidentiel, commercial, retail, logistique, etc. Effectivement, encore aujourd'hui, l'immobilier porte des rendements positifs et tant mieux. Donc, cette branche, ce secteur de l'économie se porte bien. Évidemment, quand il y a beaucoup d'intérêt, il y a des risques à mesurer.
parce qu'il y a énormément d'argent qui sont investis dans l'immobilier. Donc, par exemple, pour Genève, pour l'année 2019, c'est environ 2,65 milliards qui ont été dépensés. Les plus gros acteurs aujourd'hui, les caisses de pension, les assureurs, les grandes compagnies d'assurance, je veux dire les banques, les fonds d'investissement. Donc, on observe cet intérêt, vif intérêt des investisseurs institutionnels et privés un petit peu partout en Suisse, évidemment dans l'ensemble de l'Europe. Pour parler de la problématique de la conversion des bureaux, aujourd'hui, nous avons invité 2 spécialistes qui nous donneront leur point de vue. D'une part, un point de vue juridique qui nous sera amené par Maître Cédric Lenoir, avocat au barreau de Genève, titulaire d'un master en immobilier de l'Institut des études immobilières et spécialisé dans le domaine du droit de l'immobilier. Et puis, par la suite, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Kei Portia Kawamura, qui est architecte spécialiste dans la gestion d'espace. Il nous parlera des solutions créatives qui sont apportées aujourd'hui pour gérer le problème des vacants. Aujourd'hui, Genève, selon le dernier recensement, c'est presque 338 000 mètres carrés de surface vacante. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Maître Lenoir. Cédric, c'est à toi. Voilà, bonjour à tous. Donc, merci à la FIAPSI de me donner l'occasion de participer à ce séminaire. L'immobilier, c'est un marché qui est généralement animé par des acteurs locaux, on le sait. C'est un marché qui présente beaucoup de spécificités locales, qui répond à des besoins bien spécifiques en fonction des régions ou pays du monde. Et je trouve intéressant que la FIAPSI permette l'échange d'informations et d'expériences entre des acteurs de plusieurs pays ou même de plusieurs régions. Et puis, on sait souvent, les gens s'informent souvent dans leur propre corporation, les juristes font des séminaires aux juristes, les promoteurs aux promoteurs. Et puis, on n'a pas cette expérience ou cet échange transversal d'expériences que je trouve très intéressant au sein de la FIAPSI. Alors, la Suisse, bien que très petite, elle concentre beaucoup de caractéristiques d'un grand marché, puisqu'on a cette opposition entre les villes et les campagnes, entre les régions industrielles et les régions tertiaires, des régions avec une très forte demande et d'autres qui sont un peu moins attractives. Et sur un plan juridique, ça se traduit par des environnements législatifs qui sont très différents de chaque canton, puisque le droit public, comme vous le savez peut-être, est essentiellement cantonal, contrairement au droit privé qui, lui, est fédéral. On sait au droit du bail qui s'applique uniformément dans toute la Suisse. Alors ça, c'est la théorie, parce que si vous êtes un bailleur valaisan ou un bailleur genevois, vous ne serez pas reçu de la même manière au tribunal, ça c'est certain. Cela dit, pour revenir au thème du jour, donc petite introduction que j'ai fait maintenant, je parlerai ensuite du contexte du Covid-19 et de son influence sur le télétravail. Je parlerai ensuite de la réglementation genevoise qui est essentiellement constituée par la LDTR. J'aborderai un peu plus brièvement la réglementation vaudoise et puis je ferai ensuite une petite conclusion. Alors le thème du jour, c'est la conversion des bureaux en logement. C'est une question qui est devenue particulièrement actuelle en raison de la pandémie du Covid-19, puisque la plupart des employés ont été contraints au télétravail et que l'expérience en fait a été vécue relativement positivement par les employés. On a un sondage par exemple de la société Deloitte qui a montré que 34% des sondés comptaient pratiquer le télétravail, ce qui serait une hausse significative par rapport à la situation de l'avant-crise. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. Il y a d'une part les difficultés relatives à la garde d'enfants. On sait que dans certaines régions de Suisse, on a un manque chronique de crèches, c'est difficile de placer des enfants, ça coûte cher de payer une crèche ou de payer une nounou. Donc, le fait de pouvoir travailler à la maison, d'avoir un œil sur ses enfants, a certains avantages. On a aussi les difficultés de transport évidentes. On a les centres-villes suisses qui sont très engorgés. On a aussi cette conscience écologique. Les gens ont moins envie de prendre leur voiture pour se rendre en centre-ville. Certains employés se sont aussi aperçus qu'on avait une plus grande productivité chez soi parce qu'on est moins interrompu, on a moins de gens autour de soi. Les gens constatent aussi que c'est un environnement qui est moins stressant. Il y a des gens qui ressentent un certain stress à être en société, si on veut bien, ou être dans un environnement avec des collègues.
Et puis, il y a aussi l'amélioration des technologies, puisque maintenant, vous avez à peu près la même interface informatique chez vous qu'au travail, ce qui facilite grandement le télétravail. Si on prend un sondage un peu plus officiel, qui est celui de l'Institut GFS Bern, 89% des sondés estiment que le télétravail devrait être rendu possible dans l'entreprise. Il y a donc une tendance de fond qui avait déjà été amorcée avant la crise et puis qui s'est évidemment confirmée à l'occasion de celle-ci. Alors tout cela, ça tend naturellement à réduire les surfaces nécessaires pour les employés dans les locaux occupés par les entreprises. Et ça nous amène à la question de la conversion de ces espaces pour d'autres activités au cours du logement. Ça a été cité, il y a le Crédit Suisse qui a publié son moniteur immobilier, qui vient d'annoncer que les pertes d'emplois liées à la crise allaient potentiellement libérer 770 000 mètres carrés de surface commerciale. Et le Crédit Suisse aussi que 14% des salariés devraient rester soumis au télétravail après la crise. Alors, cette problématique, elle est d'autant plus actuelle que nous faisons face, en tout cas dans beaucoup de centres économiques suisses, à une surabondance de locaux commerciaux qui résulte d'une part d'un trop grand décalage entre les besoins de ces surfaces et le temps nécessaire pour les mettre sur le marché, parce que vous savez que le temps de l'immobilier n'est pas forcément celui de l'économie. L'économie est de plus en plus agile, elle change de plus en plus rapidement. L'immobilier, lui, a toujours les mêmes contraintes. On a toujours beaucoup de mal à produire rapidement du logement ou du commercial, ou en tout cas en Suisse. On a un environnement législatif qui est extrêmement contraignant. Les projets mettent beaucoup de temps, particulièrement à Genève. Et puis, il faut savoir, par exemple, qu'en 2019, selon l'Office fédéral du développement territorial, la Suisse comptait 17 millions de mètres carrés de locaux industriels et commerciaux vacants, ce qui représenterait en réalité une surface habitat pour environ 190 000 personnes, 190 000 personnes pour les Français. Alors, à Genève, la question de la conversion des bureaux en logement, elle a fait l'objet de nombreux débats, puisqu'on a un manque chronique de logements sur le marché, on a un taux de vacances qui est extrêmement faible à Genève, et ce manque de logement, il a abouti à un interventionnisme étatique. Je pense que la Corée du Nord nous envierait, puisque l'État s'implique ou s'ingère dans à peu près toutes les étapes de la production d'un bien immobilier à Genève. Il y a énormément de réglementation, de contrôle. Et cela a abouti notamment dans les années 1990 à l'adoption de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation. C'est cette fameuse LDTR qui a en fait pour but, qui a pour vocation à maintenir le parc d'appartements locatifs. Donc, selon cette loi, tout changement d'affectation, que ce soit donc d'un local commercial à des logements ou l'inverse, doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Cette loi, par principe, puisqu'elle veut garder les logements, elle interdit la conversion de logements en surface commerciale. L'inverse, par contre, étant possible. Jusqu'à récemment, lorsque vous convertissiez les surfaces commerciales en logements, l'État contrôlait le loyer des logements convertis à des loyers qui sont en l'occurrence bien inférieurs à ceux du marché, ce qui dissuadait les propriétaires d'opérer des déconversions. On a le même problème avec les rénovations, puisque cette loi, lorsque vous, je sais pas, vous avez un appartement en propriété, enfin, vous le mettez en location, mais c'est le vôtre, vous rénovez la cuisine, les sanitaires, vous faites les parquets, vous investissez pour rénover votre bien, que va faire l'État? Il va contrôler votre loyer pendant 3, 5 ou 10 ans, à un loyer qui est bien inférieur à celui du marché, ce qui va évidemment, ou ce qui a dissuadé beaucoup de propriétaires de rénover les biens. Et on a cette même problématique pour la conversion des locaux commerciaux en logement. C'est pour ça que récemment, je crois que c'était en 2016, il y a eu une initiative parlementaire qui visait à supprimer la contrainte du contrôle étatique des loyers lorsque vous convertissiez des bureaux en des logements. Donc, cette initiative est aboutie. Donc désormais, si vous convertissez des locaux commerciaux en logements, vous n'avez plus cette contrainte étatique des loyers, et pour autant qu'il ne s'agissait pas à l'origine de logements. Si vous avez des logements convertis en commerciaux puis convertis en logements, vous avez toujours ce contrôle-là des loyers. Par contre, si vous avez des locaux commerciaux qui étaient initialement affectés à ça, qui ont été de manière légale, alors là, vous n'avez plus cette contrainte des loyers lorsque ces locaux commerciaux sont convertis. Alors à l'époque, les initiants de cette loi, donc, qui visait à supprimer ce contrôle, s'attendaient à des conversions massives des locaux commerciaux en logement. Depuis lors, on constate que ce n'a pas été le cas du tout. Ces conversions, elles sont restées relativement marginales. Pourquoi? Alors ça tient à plusieurs facteurs, notamment à des contraintes de police des constructions, puisque des locaux commerciaux
convertis en logement doivent répondre à certaines exigences d'apport de lumière, de sanitaire, de disposition des pièces. Alors, je laisserai Kei Kawamura développer un peu plus ces aspects-là. Mais on a des contraintes constructives évidentes quand on veut convertir des locaux commerciaux en logement. L'autre chose, c'est qu'on s'est aperçu aussi que la surabondance d'offres, qu'on connaît à Genève, mais aussi ailleurs, dans la région zurichoise, je crois, concerne essentiellement des grands centres administratifs qui sont en périphérie des villes, qui ont l'attractivité relativement limitée. Par exemple, à Genève, on a énormément de grands centres administratifs autour de l'aéroport. Autour de l'aéroport, on a évidemment des contraintes d'exposition au bruit qui font qu'on ne peut pas convertir ces locaux commerciaux en logement. Donc, on a déjà cette contrainte-là. À cela s'ajoute que les locaux commerciaux qu'on trouve en centre-ville et qui pourraient facilement être convertis en logement, parce que c'était d'ailleurs souvent originellement des logements, font toujours l'objet d'une forte demande. Parce que ces locaux qui sont relativement, qui sont d'une surface modeste, qui sont très bien placés en centre-ville, sont toujours très demandés par les professions libérales, notamment. On pense aux médecins, aux avocats, aux notaires, aux fiduciaires. Donc, tous ces locaux commerciaux qui pourraient facilement être transformés ne le sont pas, puisqu'il y a toujours une demande importante pour ce type de logement. Ça m'amène aussi à évoquer l'aspect économique, puisque certaines statistiques, alors ça, je ne sais pas ce que ça vaut, les architectes pourront mieux nous renseigner là-dessus, disent qu'il faut compter en moyenne 2000 francs par mètre carré pour convertir des locaux commerciaux en logement. Ça fait à peu près 1800 €. Et puis, on constate aussi que le loyer moyen des locaux commerciaux à Genève est de 450 francs le mètre carré, alors que celui des logements n'est que de 330 francs par mètre carré et par an. Donc, a priori, pour autant que vous arriviez à remplir vos locaux, vous avez plutôt intérêt à ce que ce soit des commerces que des logements. Donc, il faut déjà constater une vacance dans ses propres locaux commerciaux pour penser à les convertir en logement et pour que ça soit rentable. On constate quoi? Donc, que Genève, même en facilitant les contraintes administratives, on a peu de conversion de ces locaux en logement, et ces conversions, donc, elles restent très limitées. Plus généralement aussi, l'autre obstacle réside dans la nécessité d'obtenir éventuellement une modification de zone qui permet de changer l'affectation des locaux. Vous savez aussi peut-être qu'on a dans l'aménagement du territoire des instruments qui disent ce qu'on peut faire où, est-ce qu'on peut faire du logement, est-ce qu'on peut faire de l'industrie, est-ce qu'on peut faire du commercial. En zone industrielle, par exemple, ça va de soi, les logements sont par principe interdits, sauf quelques exceptions. On pense par exemple au logement des concierges. Tout ça fait en sorte qu'à Genève, il est extrêmement long et compliqué d'obtenir une modification de zone qui doit faire l'objet en fait d'un processus législatif complet, puisqu'en fait un changement de zone à Genève, c'est l'adoption d'une loi. Il faut aussi garder à l'esprit que les cantons ont des outils de planification, d'aménagement du territoire qui sont conçus à très long terme. Par exemple, à Genève, on fonctionne depuis une dizaine d'années sur le plan directeur cantonal 2030, et ces plans d'aménagement, ils ne parviennent pas toujours à anticiper les besoins de l'économie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'économie fonctionne sur un temps court et l'aménagement du territoire résonne sur un temps long. Ce qui fait que l'aménagement du territoire ne peut pas toujours prendre en compte des changements conjoncturels qui sont destinés à évoluer de manière très rapide. À Genève, vous avez aussi, vous le savez peut-être pour les Genevois qui nous écoutent, les zones de développement. Vous avez les zones ordinaires où vous pouvez construire avec des contraintes étatiques relativement limitées. Et vous avez les zones de développement qui concernent l'essentiel des nouveaux projets, où l'État va mettre son nez dans absolument tout, dans le plan financier de votre opération, dans l'affectation de l'immeuble, dans le gabarit de l'immeuble. Et tout cela se traduit par un plan localisé de quartier. Donc, avant de construire, vous devez avoir ce plan localisé de quartier qu'on appelle un PLQ, qui va régir de manière contraignante, je viens de le dire, l'affectation des bâtiments, commercial, activité, logement, le gabarit des immeubles, le type de logement possible, est-ce qu'on va faire du locatif subventionné, de la PPE. Et le problème qui se pose, c'est que du moment que ce PLQ va figer une affectation en activité ou en logement, vous devez vous y tenir. Parce que si vous y dérogez, c'est une dérogation majeure à ce PLQ, ce qui impliquerait en réalité l'adoption d'un nouveau PLQ, ce qui est très 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 long à faire. Pour résumer, vous aurez donc beaucoup de mal à obtenir un changement d'affectation d'un immeuble commercial qui est prévu comme tel dans un PLQ à Genève, ce qui est quand même malheureux compte tenu du besoin criant de logement. Je vais arriver maintenant à la réglementation vaudoise. J'y passerai un peu moins de temps parce que, comme je l'ai dit aussi en introduction, le métier d'avocat se pratique de manière très locale en immobilier. Je ne me risquerai même pas à travailler ce canton de Vaud en matière de droit public et inversement, on voit très peu d'avocats hors canton
sur des dossiers genevois et inversement. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que dans le canton de Vaud, en 2016, a été adoptée la loi destinée à préserver et promouvoir le parc locatif. C'est cette fameuse, cette fois-ci, LPPPL, qui reprend dans l'idée tous les objectifs de la LDTR genevoise que je vous ai cités tout à l'heure. Alors cette loi, elle s'applique dans les districts, parce que sur le canton de Vaud, on parle de districts, dans lesquels le taux de vacances est, pour les logements, s'entend, durablement inférieur à 1,5%, qui est une moyenne qui est calculée sur les 3 précédentes années. Cette loi, elle s'applique aussi qu'à des appartements qui sont loués, qui font plus de 150, enfin, pardon, jusqu'à 150 mètres carrés, donc les appartements plus grands ne sont pas concernés. Et cette loi impose en fait une autorisation de la commune pour tout changement d'affectation, même en l'absence de travaux. Donc, à supposer même que vous ayez des logements, enfin des locaux commerciaux tout à fait adaptés à des logements, vous n'avez même pas besoin de faire des travaux de transformation. Le simple changement d'affectation nécessite l'autorisation de la commune. Alors, il y a aussi une exception qui est prévue pour les locaux qui n'étaient pas destinés précédemment à l'habitation. Donc, si ces locaux, ça c'est la même chose dans la LDTR genevoise, si les locaux étaient initialement destinés à du commerce, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour les convertir en logement, ce qui facilite quand même grandement la conversion de ces locaux. J'arrive déjà à ma conclusion. Vous l'avez vu, on a un arsenal législatif extrêmement dense en Suisse, particulièrement à Genève. C'est très compliqué. On a très peu de flexibilité à Genève pour changer d'affectation. On a un contrôle étatique très présent. Alors peut-être que la crise actuelle amènera le législateur ou le peuple, parce qu'on a la chance en Suisse d'avoir des initiatives parlementaires ou des référendums, amènera peut-être le législateur à assouplir la réglementation. Je pense que c'est souhaitable non seulement pour la problématique de la conversion des locaux commerciaux, mais aussi plus généralement pour la production de logements, puisque comme je l'ai dit, on a un manque criant et énorme de logements dans l'ensemble de la Suisse, plus particulièrement dans les régions, dans les hubs économiques, donc sur l'arc lémanique, sur la région zurichoise. Et il est absolument nécessaire que cette législation soit assouplie pour qu'on ait un peu plus de flexibilité dans la production de logements en Suisse, et en particulier sur ces questions de conversion de locaux commerciaux qui restent très théoriques en réalité, indépendamment même des aspects techniques, que je laisse maintenant Kei Kamawura le soin de développer. Et je vous remercie pour votre attention, restant à disposition tout à l'heure pour discuter de ces aspects. Merci beaucoup Cédric pour cette intervention. On va enchaîner avec un point de vue d'un spécialiste architecte qui est cofondateur et partenaire du studio Banana. Il va nous parler de son point de vue. À toi, Kei. Merci Vitali, merci Thomas aussi de l'invitation, merci Maître Lenoir aussi pour votre présentation. Je pense que en effet, on va être assez complémentaires. On va, je pense, éclairer le sujet depuis 2 points de vue différents, mais convergents dans certains sens. Bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Kei Kamawura, je suis architecte de formation et fondateur effectivement du studio Banana. Alors, je vais partager mon écran. Juste quelques mots par rapport à notre société. Studio Banana, nous sommes des créateurs d'habitat de travail. Donc, je souligne habitat et travail. Ça va au-delà de la création d'espaces. On crée des lieux, on crée des endroits où des communautés professionnelles peuvent se tisser. On travaille en ce moment avec plusieurs fonds d'investissement immobilier, parmi les plus grands de la Suisse, des développeurs aussi. Mais aussi, on a souvent beaucoup à faire avec les ressources humaines des sociétés, des organisations, avec le facility management, aussi avec l'opérationnel. Donc, si on veut cousument ou personnaliser pour les modes de fonctionnement, les cultures de travail des différentes sociétés clients du studio. C'est pour ça aussi que ça m'a intéressé quand Vitali nous a contacté pour présenter ici dans votre forum FIAPSI. C'est une nouvelle audience pour nous. Finalement, on est habitué à parler avec d'autres types de professionnels et ça nous intéresse. Un deuxième aspect que je trouvais fascinant dans ce webinaire, c'est le titre. Un titre qui est une question, en fait.
conversion de bureaux. Ça arrive pas souvent que le titre d'une conférence, c'est une question. Et je trouvais ça intéressant parce que ça ouvre l'imaginaire au possible. Et si on se serait posé cette question il y a quelques mois, peut-être on aurait pensé, bah, c'est pas pertinent. Vitaly, vous l'avez dit au début de la séance du webinaire, les taux d'intérêt étant très bas, on ne se pose pas beaucoup de problèmes, de questions. Par contre, voilà, maintenant il y a une crise qui est arrivée, une crise sanitaire qui devient doucement aussi une crise sociale, malheureusement, et crise de travail. Et j'aime bien cette citation de Winston Churchill, il ne faut pas gaspiller une crise. C'est un peu ironique de dire ça, mais je trouve que les crises nous permettent de se poser des questions que sous d'autres conditions, circonstances, on ne se poserait pas. C'est un bon moment pour aiguiller, pour parfois même faire un 180 et changer de direction, pivoter vers où on veut aller. Donc, la question de la conversion de bourg, je dis oui, bien sûr, c'est le bon moment. Non, aussi, quand je suis confronté à ce type de questions très larges, est-ce que ça c'est possible? J'aime bien avoir une vision un peu plus large. C'est pas très attractif de faire ce type d'opération, mais bon, on regarde dans l'histoire et voilà, il y a des mosquées qui ont été transformées en cathédrales. Qui l'aurait pensé? Il y a des musées, comme des gares en fait, la gare d'Orsay à Paris, transformée en centre d'art, un musée. Il y a les abattoirs municipaux de la ville de Madrid transformés en centre d'art et de création. Dans la ville d'origine de ma famille, au Japon, Osaka, un stade de baseball transformé en quartier résidentiel. Les développeurs étaient tellement pressés qu'ils n'ont même pas détruit le stade. Ils sont construits à l'intérieur, comme vous voyez sur l'image. Et même aux États-Unis, au Colorado, une église transformée en boîte de nuit, en discothèque. Donc tout ça, c'est des réalités qui existent. Quand on voit tout ça, alors on se pose la question, conversion des bourreaux? Je dis bien sûr, et pourquoi pas? Donc je pense que on peut se poser cette question de manière très légitime. Maintenant, je vais partager avec vous 3 scénarios possibles, 3 pistes, 3 stratégies, si on veut, de comment attaquer cette question, un peu sur la base de nos expériences et des choses qu'on a vues, des bonnes pratiques. La première stratégie, scénario, c'est la révalorisation. On a eu la chance d'être très impliqué dans ces projets-là. C'est une tour iconique à Barcelone, construite en 1999 par l'architecte Jean Nouvel. Une tour qui a une histoire un peu maudite. C'était le siège de la Société des eaux municipales de Barcelone. Pendant 15 ans, la tour a été occupée. Et puis, cette société est partie de la tour et la tour est restée vide pendant 4 ans. 3 ans et demi, je pense. Ce qui est énorme pour un bâtiment tellement iconique. Merlin Properties, la deuxième société immobilière la plus grande de l'Espagne, a acheté ce bâtiment pour 140 millions d'euros, je pense. Et loin de s'arrêter là, ils ont investi encore une vingtaine, trentaine de millions d'euros, je ne me souviens plus exactement le montant, pour le revaloriser. Et qu'est-ce que ça veut dire revaloriser un bâtiment qui a à peine 15 ans de vie? Les bâtiments étaient en très bon état. Ça veut dire, dans ces cas, une digitalisation du bâtiment. Donc, un bâtiment qui était iconique, maintenant est devenu un bâtiment iconique et smart. Ce qui le rend beaucoup plus durable aussi, beaucoup plus efficace. Ils ont un contrôle de facility management qui est digitalisé, entre autres. Ça a permis d'attraire des sociétés qui sont à la pointe et qui veulent se positionner dans les marchés
avec cette vision numérique. Donc, Oracle a installé leur siège pour l'Espagne ici, Facebook aussi, et d'autres sociétés dans l'industrie digitale. On a eu la chance de travailler dans ces tours. On a fait 7 étages de ces tours, 4 étages de surface mutualisée parmi tous les locataires, et c'était vraiment une jolie aventure de participer à la révalorisation de cette icône. Voilà la première stratégie, la révalorisation. Je pense que c'est pas surprenant, mais ça passe, à mon avis, par un investissement en digitalisation et numérisation du parc immobilier. La deuxième stratégie, la reconversion. Je vais vous montrer 2 exemples. Et je pense que ça s'enchaîne bien avec le discours de Maître Lenoir. Un exemple à Paris, un bâtiment des architectes Moiti-Rivière dans la région parisienne, un bâtiment qui était à l'origine administratif, bureau, et qui a été transformé en logement. Alors, un défi fondamental pour les architectes, pour les avocats, pour les juristes, il y a plein d'autres défis, mais pour les architectes, un défi confronté avec ce type de transformation, de reconversion, c'est le sujet de la typologie. Les bâtiments de bureaux administratifs ont une typologie, si on veut un archétype. Déjà la présence, les types de façades, les types de matériaux qu'on utilise, mais aussi les noyaux de circulation verticaux. Il n'y a pas beaucoup de noyaux de circulation verticaux, puisque une fois qu'on arrive sur un étage de bureau, on peut circuler souvent à travers des couloirs ou des espaces open plan. Par contre, les bâtiments de logement, souvent, quand on transforme un bâtiment de bureau en logement, on ne peut pas faire des appartements traversants, donc double façade, parce que la profondeur, je le répète, est assez importante. Donc, comme on voit ici sur le plan, il y a quelques modules, quelques unités qui sont en effet traversantes, mais la majorité ont juste une façade. Ce qui rend après l'attractivité peut-être un peu plus faible, ou voilà, on se dirige vers un type de marché, mais pas vers d'autres. À nouveau, il y a peu de noyaux verticaux, donc on est un peu obligé à ajouter des couloirs de circulation qui, à nouveau, selon le type de standing qu'on cherche au niveau du logement, c'est pas une solution optimale, ou voilà, c'est la solution juste. Voilà, il y a des contraintes et il faut juste être conscient qu'elles existent et faire, transformer en avantage. Un autre exemple, c'est lié à Amsterdam, des architectes Knevel, hollandais, qui ont transformé ces bâtiments pas particulièrement attractifs, on dirait, de bureaux. Ils l'ont transformé en logement d'étudiants. Voici un exemple avec des interventions, je dirais, plutôt modestes. Voilà, on peut s'imaginer, c'était l'ancien bureau privé du PDG de la société qui est maintenant un super loft d'étudiants. J'aurais aimé bien vivre là-dedans quand j'étais un étudiant. Et à nouveau, les plans. À nouveau, même problématique. Bâtiment profond, donc on voit les chambres d'étudiants, les logements qui se développent en profondeur, avec un couloir au milieu qui n'a pas de lumière naturelle, et la contrainte de l'emplacement des noyaux de circulation verticaux, les ascenseurs au milieu, les escaliers à gauche et à droite. Voilà, c'est des contraintes, mais je pense qu'il y a un grand potentiel dans ce type d'intervention. À nouveau, comme Maître Lenoir le disait avant, il y a la question aussi de l'emplacement dans la ville. Un bâtiment à côté d'un aéroport va difficilement être transformable, d'être soit rasé, soit transformé en d'autres usages. On va des activités qui s'installent de manière temporaire pendant quelques ans. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de potentiel dans les Zwischennutzung, dans cette affectation temporaire, pour des bâtiments administratifs. Et il y a des exemples surtout en Suisse alémanique,
des bâtiments même de l'UBS. Je pense que celui à gauche, les deux images à gauche, sont des anciens bureaux de la banque UBS transformés en espace de coworking, incubateur de start-up, pour des sociétés qui n'ont pas besoin forcément de locaux de haut standing, avec un investissement plutôt modeste, on arrive à nouveau à valoriser de manière temporaire un bâtiment qui est dans une situation un peu intermédiaire. L'image à droite, c'est un pop-up store. Donc, à nouveau, un type d'usage temporaire, éphémère. Et je pense qu'il y a des bâtiments administratifs qui sont bien placés à des endroits stratégiques qui se prêtent bien à ce type d'intervention. Comme on voit ici, la Suisse alémanique a beaucoup d'avantages par rapport à la Suisse romande au niveau de cette initiative donc affectation temporaire. Je ne connais pas les raisons. Je ne sais pas si c'est la législation, peut-être, ou tout simplement une question culturelle. Je pense à nouveau qu'il y a un grand potentiel dans cette stratégie. Ce qui m'amène à la conclusion de ma présentation. 3 facteurs qui, à mon avis, vont déterminer le succès de commercial real estate, donc de l'immobilier commercial dans l'avenir. Le premier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Donc en anglais, location, location, location. C'est un mantra, on les connaît, mais je pense qu'on va concevoir les emplacements de manière un peu différente. Dans le rapport annuel de JLL, l'étude des marchés du bureau 2020, qui a été publiée au mois de janvier, juste avant la crise du Covid, il y avait un focus sur l'importance de la proximité aux gares CFF, et avec une étude des cas autour de Altstetten, je pense, l'axe Altstetten-Hartum à Zurich. Et on pourrait faire la même étude à Genève entre Pont-Rouge et Cornavant, je pense. Mais je pense que cette crise du Covid va un peu chambouler ce qu'on conçoit, ce qu'on croit, c'est un emplacement idéal. Je pense que ce type d'endroit, Pont-Rouge, Altstetten, Hartum, vont continuer à être très attractifs, mais je pense qu'on va commencer à voir d'autres centres secondaires se développer, plus en proximité de l'habitation, pour que les gens, au lieu de devoir se déplacer 15, 20, 30 km pour aller au lieu de travail, puissent se déplacer juste 3 km, peut-être en vélo, en bus, à proximité. Oui, à proximité d'une gare, des trains, d'un lieu bien connecté, mais pas forcément devoir aller jusqu'en centre-ville. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution à mi-terme sur cet aspect. C'est le facteur humain. Je pense l'immobilier a une fonction fondamentale dans la santé des employés, surtout l'immobilier commercial. Les sociétés doivent prendre soin de leurs employés et quand ils passent 8 heures par jour dans un endroit, cet endroit doit avoir ce facteur humain très en tête. Donc, je pense qu'on va enrichir, on va valoriser, revaloriser l'immobilier au travers d'autres aspects comme la création du bonheur, de santé, de bien-être, va être de plus en plus apprécié. Et puis, le troisième aspect, je pense et je suis assez convaincu que dans l'avenir, on ne va plus parler de parcs immobiliers d'entreprise, mais plutôt de réseaux immobiliers d'entreprise. Tout à coup, les maisons des employés font partie, devient une partie fondamentale de ce réseau immobilier d'entreprise. On ne peut pas l'appeler parc immobilier, mais il y a quand même pour la société, pour les sociétés, un enjeu majeur à comprendre tout cet écosystème qui n'est pas strictement un parc immobilier, mais plutôt un réseau immobilier qui inclut aussi des tiers-lieux, qui inclut aussi le travail en déplacement, et comment on conçoit tout ça comme un écosystème bien équilibré. Donc voilà les 3 facteurs que je pense vont être clés dans l'avenir
de notre industrie. Merci beaucoup de votre attention et je me réjouis de la suite de la discussion. Merci beaucoup, Kay, pour cette présentation très intéressante. On voit aujourd'hui. Voilà. Voilà. On voit aujourd'hui clairement que avant le Covid et après le Covid, la situation est déjà relativement, disons, la demande de bureaux est en mutation. On l'observe avant et après, ça va peut-être plus accentuer ça. Et le monde du travail évolue également. Avant, quelques décennies avant, on observait des bureaux fermés, des places de travail fixes. Aujourd'hui, c'est des open space. Aujourd'hui, c'est des desk sharing. Il y a un facteur humain dans la place du travail qui est de plus en plus présent et tant mieux. On voit des échanges, on voit plus de créativité, plus de flexibilité. Et c'est fort intéressant d'observer tous ces changements, en fait. On va poursuivre avec le président de la FIAPSI France, Léo Attias. Merci pour ta présence, ça nous honore. Et évidemment, Paris, la capitale, la grande ville, la ville à des millions de mètres carrés de bureaux. Ton point de vue sur cette question, Léo? Alors, évidemment, la transformation des bureaux en logement est déjà dans les starting blocks de toute la politique du logement en France. Et c'est presque un fer de lance aujourd'hui que de transformer les bureaux en logement. Alors, évidemment, à Paris, et je dirais même aujourd'hui sur le Grand Paris, on a déjà plus de 1 700 000 mètres carrés de bureaux vacants. Et bien sûr, on a une crise de logement évidente, mais on a une chance aujourd'hui qui est le Grand Paris, avec les 68 nouvelles gares construites grâce au Grand Paris Express. Donc, ce qui va un peu, je dirais, élargir et résoudre la crise du logement, en tout cas dans le Grand Paris, plus l'Île-de-France, mais sur le Grand Paris. Et ça, bon, c'est en tout cas un programme, c'est un chantier qui est, je crois, l'un des plus grands chantiers mondiaux actuels aujourd'hui. Je pense pas, même j'ai vu des chantiers en Chine, aux États-Unis, au Brésil, mais comme le Grand Paris, il n'y en a pas. Bon, parce que déjà au niveau on va par exemple rendre Paris-Saclay à 20 minutes de Paris en métro. Donc il y a 68 nouvelles gares. C'est impressionnant comment dirais-je, l'évolution et le progrès qui va être fait pour justement, alors je reviendrai tout à l'heure pour faire la liaison avec le Covid-19, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on va en tirer quand même une conclusion et en tout cas une nouvelle forme de vie avec ce Covid-19 sur les espaces et ce confinement qu'on a subi. Mais je reviens sur la transformation des bureaux en logement. Ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile que ça, parce que d'abord, il y a un coût, comme l'a dit notre architecte, c'est vrai qu'il tourne autour de 1 700 euros, 2 000 euros du mètre carré, et c'est pas toujours évident. Alors, il y a déjà la volonté politique de transformer ces bureaux en logement, parce que Paris, et même dans les grandes villes en tout cas, que ce soit Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, il y a évidemment, parce que c'est des villes où il y a des universités, donc aujourd'hui il y a beaucoup d'étudiants, donc il y a une demande. Et aujourd'hui, par exemple sur Paris, pour ne prendre que l'exemple de Paris, ce qu'a construit Haussmann, c'est très beau, c'est vrai, mais ça ne répond plus à une demande de logement aujourd'hui.
Haussmann avait beaucoup de goût, sauf qu'Haussmann a construit des appartements en général, je dirais, de 250-300 mètres carrés, où il fallait, la cuisine était au bout de l'appartement, et il fallait un skateboard pour aller de la salle à manger jusqu'à la cuisine. Donc, ils sont plus fonctionnels, si vous voulez, aujourd'hui, et ça ne répond plus à cette demande de studio, de pièces, 3 pièces. Il n'y a pas à Paris. Donc, il y a forcément une crise à Paris, et d'autant plus qu'à Paris, on ne construit que rien. Mais alors vraiment, s'il y a parfois des terrains, je dirais, au niveau de la construction dans Paris, c'est quasiment nul. Il n'y a que dans les banlieues, effectivement, ou sur le Grand Paris, qu'on construit aujourd'hui avec un nouveau cahier des charges. Et ça, c'est important cette nouvelle construction, ces nouvelles promotions, parce qu'il y a un cahier des charges aujourd'hui, je dirais, rigoureux et qui inclut, bien sûr, tout ce qu'on peut savoir comme domotique, comme connexion, comme digitalisation, comme numérisation et comme pour les personnes âgées également, qui peuvent appuyer sur un bouton et faire appel à la police ou aux pompiers ou à une infirmière, qu'aujourd'hui dans les appartements dans Paris, ça ne correspond pas. Donc, alors, une parenthèse, la Caisse des dépôts et consignations avait également budgété la transformation de ces logements anciens pour correspondre justement et les adapter, je dirais, aujourd'hui à ce que, aux exigences des habitants. Mais ça, c'est encore beaucoup d'argent. Alors, vaut mieux à la limite construire du neuf avec les cahiers des charges qu'on connaît en France, et ils sont, je dirais, qui correspondent aujourd'hui vraiment. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle demande, et c'est bien parce que il y a une nouvelle génération forcément et qui aspire et qui demande et qui est exigeante aujourd'hui pour aller, et grâce encore une fois. Alors tout se coordonne en fait, hein, tout se coordonne avec ces 68 nouvelles gares qui vont être construites pour justement aller habiter sur le Grand Paris. Et aujourd'hui, vous savez très bien, les cadres ils sont exigeants. D'abord, ils ont de bons revenus, ils sont exigeants, ils veulent de l'espace, ils veulent de la verdure, et ils n'ont pas peur de 20 minutes, 25 minutes aujourd'hui d'aller en banlieue, et puis le week-end de profiter de faire du footing, de respirer, de s'attabler à des terrasses, ou si vous voulez à Paris, avec ce qu'on a vécu ces 3 derniers mois, on s'est rendu compte que le confinement, effectivement, a beaucoup agi, et je pense que la population va tirer en tout cas une expérience pour aller habiter. D'ailleurs, on le ressent d'ailleurs avec les demandes aujourd'hui. Tout le monde veut de l'espace, parce qu'on a vécu quand même à Paris confiné. Il y avait pas, on avait peur même de marcher dans la rue, de peur de. Moi personnellement, je suis sorti une fois pour aller acheter du pain, parce que j'ai la chance d'habiter en plein centre de Paris, et voilà, donc j'avais une boulangerie pas loin. Bon, il y a quelqu'un qui a éternué à 2 mètres de moi en pleine période. Donc, je lui ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas vous éloigner. Rien. Bon, il n'a pas fait attention, mais je vous dis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin, et Paris, aujourd'hui, bon, alors avec cette crise, effectivement, les nouvelles aspirations des habitants va être autre. Et ça va peut-être aussi élargir le marché. Mais déjà, de toute façon, on avait senti qu'en 2019, on a fait une année exceptionnelle en transactions, où le Grand Paris, aujourd'hui, c'est, je dirais, a évolué par le bas. Ça veut dire que les prix sur le Grand Paris sont confondus presque avec les prix du Paris intramuros. On arrive autour des 10 000 € du mètre carré, que ce soit le Valois, sur Rennes, Rueil et tout ça, aujourd'hui Boulogne, tout ça, c'est des prix aujourd'hui à évoluer
tout le Grand Paris a évolué, si vous voulez, et on atteint presque un prix à plus ou moins, je vais dire, 10-15%, presque un prix unique. Donc, à part bien sûr, des arrondissements où il y a, où c'est des triangles d'or, où c'est des primes, où c'est au niveau habitation, mais sinon, on est sur un prix assez élevé en tout cas. Alors, depuis ce confinement, je disais encore, transformer les bureaux en logements, et bien sûr qu'il y a une volonté politique, mais ça n'intéresse pas toujours les investisseurs parce que il y a un coût et c'est pas et puis il y a bien sûr il y a des aides effectivement. Alors il y en a un qui s'est penché il y a une trentaine d'années, c'est l'architecte Alain Sarfati qui était intervenu déjà. Donc c'est pour vous dire que on y avait pensé déjà depuis très longtemps sur la transformation des bureaux à Paris. Alors il y avait une politique de Jacques Chirac quand il était maire de Paris. Alors il voulait tout Paris devienne des bureaux. Et puis bon, l'actualité ne lui a pas donné raison. Et donc on est revenu, si vous voulez, sur retransformer ces bureaux qu'on avait, où le logement avait été transformé en bureau. Et maintenant on revient sur le bureau en logement. Vous voyez qu'un peu parfois la politique, quand elle est à l'intérieur, mais bon, c'est comme ça. On peut pas. On habite à Paris, c'est une ville quand même magnifique, c'est une ville unique. Alors les politiques, parfois, il faut savoir les adapter. Et donc, Alain Sarfati avait justement un immeuble d'habitation qu'il avait dans le 14e pour voulait en faire justement des bureaux et amener de l'eau de Paris. Et donc, c'est ce qui a été un peu. Il connaissait parfaitement d'ailleurs ce bâtiment des années 30, atypique avec sa forme en U et ses hauteurs sous plafond différentes à chaque étage. Donc, vous voyez que c'est pas si évident que ça. Donc, il faut dire que transformer des bureaux en logement et tout sauf une sinécure. Vous voyez, c'est pas très facile. Alors, il y a dans Paris, si vous voulez, il y a la RIVP, c'est la régie immobilière de la ville de Paris, qui est assez active et qui présente beaucoup aujourd'hui des immeubles. Et moi aussi, j'ai été présenté sur 2 immeubles il y a quelques années. Bon, c'est comme ça, hein. Et pour justement transformer parfois ces bureaux en logement. Et alors, il y a des vastes, toujours des plateaux qui sont faciles parfois à réaménager, mais c'est pas toujours évident parce que il y a des surfaces habitables, des coursives qui sont là, cages d'escalier qu'il faut recréer. Donc, c'est des immeubles pierre de taille, mais qui ne sont pas toujours faciles, si vous voulez, à redonner. Donc, il y a ce coût, en tout cas, incite ou fait réfléchir les promoteurs à investir dans la transformation des bureaux en logement. Alors, il y a parfois, quand il y a des plateaux, c'est facile, des immeubles des années 50, 60, ça peut se jouer. Sur des immeubles pierre de taille, c'est toujours des surfaces et en plus, il y a des murs porteurs. C'est pas toujours, je dirais, évident à en tirer un maximum d'espace, si vous voulez. Voilà. Donc, mais bon, il y a en tout cas aujourd'hui, tout le monde se résout à changer, à transformer ces bureaux en logements, parce qu'il y a une réelle volonté politique. Et puis, il y a aujourd'hui une. Pardon, oui. Léo. Oui. On a une question très concrète. Oui. Qu'est-ce que tu peux conseiller, point de vue de Paris, à un investisseur avec des surfaces bureaux vides, actuellement concrètes pour les 6 mois qui viennent au futur? Les bureaux sont un bon secteur d'investissement et il y a une recherche évidente
de la part de Foncière pour des bureaux, parce qu'on fait des baux de 9 ans et on est tranquille, en imputant, bien sûr. Alors, il y a eu des changements sur la loi Pinel qui a un peu allégé, la fiscalité sur les locataires, parce que avant il y avait la taxe foncière qui était à la charge du locataire. Il y avait le 606, c'était les travaux de rénovation de l'immeuble qui étaient aussi à la charge du locataire, mais qui ne sont plus aujourd'hui grâce ou à cause de cette loi, de loi Pinel. Alors, aujourd'hui, à cause du confinement, enfin, et du Covid-19 qu'on a vécu, on pensait arriver au prix du mètre carré dans Paris intramuros autour de 800 à 900 euros le mètre carré, parce qu'il y avait une réelle volonté alors avec le Brexit, si vous voulez, ça a joué parce qu'on a gagné beaucoup en récupération d'affaires de la City qui sont venus sur la Défense, par exemple, ou sur l'île, mais en tout cas, Paris a beaucoup gagné sur le Brexit, et les prix des bureaux ont commencé à augmenter. Et au début de 2019, on pensait qu'on allait arriver autour environ de 800 euros du mètre carré, ce qui est une rentabilité extraordinaire. Alors, boum, Covid-19 arrive, et aujourd'hui, je crois que il y a une nouvelle façon de travailler, et vous l'avez souligné, c'est le télétravail qui va un peu modifier tant au niveau des investisseurs, si vous voulez, qu'au niveau du travail lui-même aujourd'hui, parce que la demande, en tout cas, des entreprises sera moindre, puisque on va avantager le télétravail. Beaucoup, ils vont trouver. Alors, si vous voulez, je peux vous parler aussi des conditions du télétravail et vous dire un petit mot, si vous voulez. Donc, ça va modifier le paysage des investisseurs sur le bureau. Donc, on est déjà retombé, si vous voulez, sur ce qui est le prix de bureau de location annuel du mètre carré à Paris. On est autour de 500 euros du mètre carré en moyenne sur Paris. Voilà. Donc, et alors qu'on allait arriver, on n'était pas loin des 800-900 euros. Donc, on est déjà en chute de moitié à cause du Covid-19. Alors, le télétravail, je pense, va aujourd'hui prendre toute sa place. Léo, oui, j'ai été interpellé par une chose lorsque tu as dit en France ou à Paris, on peut changer, donc faire la reconversion de bureaux en logement et vice-versa. Ça nous interpelle ensuite. C'est de logement en bureau. Non, ça c'était une politique de Jacques Chirac, quand il était maire de Paris, a voulu transformer les logements en bureaux. Mais il y a 195, c'était dans les années avant 95. Vous voyez, je veux dire. Donc, et après, bon, les temps ont changé, et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de logements, et on est revenu, et puis il y a eu la défense entre-temps. Donc, tout le monde du bureau est allé à la défense, et Paris s'est retrouvé un peu, si vous voulez, moins fonctionnel, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est les open space, c'est les espaces, ce que n'offrent pas les immeubles. Une question, justement une question. On parle de Paris d'Haussmann, donc des vieux immeubles au plafond, avec cheminée, avec beaucoup de cachets, magnifiques, certainement très bien pour des études d'avocat, je suppose, pour recevoir des clients, en tout cas très représentatifs, avec pignon sur rue. Et certes, c'était des logements, maintenant c'est des bureaux, mais lorsqu'on parle d'open space, est-ce qu'on voit dans le cœur de Paris des projets d'immeubles modernes? Est-ce que ça existe? Ou pas vraiment? Non, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup du tout. D'ailleurs, l'immeuble de Peugeot avenue de la Grande Armée a été vendu à Gessina, donc il a transformé en bureau parce que c'est un immeuble récent. Mais on ne peut pas aujourd'hui
sur des immeubles en pierre de taille des années 30, 20, 10, 20, 30, on ne peut pas obtenir des, parce que je vous ai dit, il y a des murs porteurs et on ne peut pas avoir des open space. Ça nous amène, ouais. Pardon. Et récupérer toute la surface, parce qu'aujourd'hui, c'est exigé par la crise, pas que la crise sanitaire, mais en tout cas par l'hygiène, de tant de mètres carrés par salarié. Donc, il y a ça aussi qui est exigeant. Et aujourd'hui, tout le monde est sur des open space. Donc, pour avoir des immeubles, des plateaux en open space, il faut aller en banlieue, il faut aller à la Défense, où il n'y a que ça, où il faut aller à Levallois, Beauvoir, vous voyez, je veux dire, où il y a des nouvelles constructions. On observe, Léo, si je peux me permettre, on observe également ce shift du centre-ville dans les périphéries, aussi bien dans les grandes agglomérations comme Zurich, comme Genève. Par exemple, le CBD, Central Business District, à Genève, rue du Rhône, aujourd'hui est en train de bouger gentiment vers le Pave, Praille, Vernay, Acacia, donc s'excentrer du centre. Et on parle déjà dans la planification future, dans les projets à venir, d'un nouveau business centre à Genève. Et ça, c'est, comme l'a dit Kay tout à l'heure, essentiellement dû à un renouveau de la mobilité, au fait des proximités de gare, je pense en l'occurrence à Pont-Rouge. Mais c'est très intéressant comme débat. Justement, j'aimerais faire participer un petit peu nos amis suisses spécialistes. En Suisse, en général, si on regarde un petit peu le parc immobilier, c'est aujourd'hui plus de 50% ou environ 50% du parc immobilier est vétuste. Donc évidemment, lorsqu'on reprend un immeuble et on doit trouver des solutions, une question pour Kay peut-être, est-ce que vous êtes parfois, vous réfléchissez à la question démolir, rebâtir ou éventuellement enlever le plus gros du gros œuvre, ou comment vous faites pour créer de l'espace en fait dans des immeubles anciens, comme on disait, avec des murs porteurs, avec des planifications rigides? Tout à fait. C'est une question qui nous arrive souvent dans nos projets. C'est la question de démolir et construire à nouveau ou renouveler, transformer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. C'est pas juste un aspect économique. Il y a aussi la temporalité. On peut faire souvent plus rapidement une transformation que raser un immeuble et le construire. Il y a toute la procédure administrative est beaucoup plus lourde, mise à l'enquête, etc. Mais il y a aussi des aspects écologiques, je pense qu'il faut aussi penser à ça, et des aspects presque éthiques. Est-ce qu'il faut vraiment démolir? Je pense qu'il faut se poser la question avec beaucoup de perspectives différentes. Souvent, notre approche avec nos clients, c'est on peut faire plein de choses, on peut beaucoup innover avec des objets existants. Donc, même avec un bâtiment à la Haussmann, avec de jolis plafonds qui étaient conçus pour des appartements de 300 mètres carrés à l'époque, je pense qu'on peut faire des choses qui ne sont pas forcément de l'open plan, parce que l'open plan n'est pas la seule solution pour des espaces de travail. Donc, je pense que ce type de contraintes, au moins pour un concepteur comme moi, c'est des défis créatifs intéressants. Cédric, oui, est-ce que tu pourrais éventuellement dans ta pratique, dans la pratique de votre étude, nous citer quelques exemples où vous étiez confronté à ce type de problématique, je ne sais pas. C'est vrai qu'on est dans un contexte très rigide en Suisse en termes de, disons, un contexte juridique très compliqué, complexe. On parle d'un millefeuille en termes de planification, des lois, etc. C'est très compliqué. Et aussi, surtout, parfois, ça prend très longtemps pour obtenir des autorisations. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? En tout cas, à Genève, on a une double contrainte, c'est celle d'une part de la protection du patrimoine, parce qu'on a
énormément de bâtiments qui sont classés, protégés, qui ont des éléments architecturaux caractéristiques qui doivent être conservés. Ça touche quand même un nombre relativement conséquent d'immeubles et ça fait souvent obstacle à des démolitions en construction. L'autre aspect, c'est qu'à Genève toujours, et désolé de parler que de Genève, mais les règles étant très spécifiques, je ne peux pas parler pour ailleurs. Quand on détruit un immeuble de logement, on ne peut le faire que si, si l'immeuble est insalubre, en théorie. Donc, on n'est pas censé démolir, reconstruire un immeuble de logement, sauf s'il y a une nécessité technique de tel. Donc, c'est une double contrainte qui empêche cette démolition-reconstruction. C'est pour ça qu'il y en a très peu à Genève. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la présentation de Kay, c'est la question du Zwischennutzung, enfin, ces affectations temporaires. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup d'immobilisme en Suisse ou à Genève parce qu'on a cette législation rigide et on met beaucoup trop de temps à adapter la demande à l'offre et inversement. Et l'utilisation temporaire, pour moi, c'est une solution que je trouve très intéressante parce que permet justement cette flexibilité par rapport au marché et à la demande. Et je me demandais quels étaient concrètement les projets qui étaient réalisés en Suisse allemande, puisque en Suisse romande, on a peu d'exemples. Et je ne sais pas si vous pouvez peut-être élaborer un peu sur ces questions-là et savoir aussi s'il y a une volonté politique de le favoriser dans la région zurichoise où il semblait y avoir énormément de projets d'affectation temporaire. Permettez, on a eu avant la session en allemand et on a eu des autres orateurs. Je peux vous présenter un peu un petit résumé de ce qu'on a parlé et discuté là-bas. On a pris connaissance que c'est pas absolument nécessaire de faire une conversion de l'utilisation à bureau. C'est pourquoi il y a avec ce Covid-19, c'est un système de la post-combustion, de changement de la pression sur le marché. On a déjà eu trop de mètres carrés dans la région de Zurich vide, mais toujours, ce n'est pas l'emplacement juste, peut-être. Le résultat, c'est la combinaison entre l'utilisation et l'emplacement. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais on a parlé, s'il n'y a pas de répatrier de quelques maisons, de quelques entreprises, une quote de 50% de la présence permanente dans les offices, alors c'est un autre monde. C'est plus comme c'était avant ce Covid-19. On a discuté que l'habitat de travail peut-être de la future est complètement divers. On n'a plus des grandes surfaces en bloc avec des desk sharing, on veut créer des surfaces de qualité qui sont conformes des besoins des humains. Ça veut dire on se peut imaginer dans l'emplacement entre le centre et les régions au dehors d'une ville grande, c'est peut-être on crée une utilisation de parc-choc tampons qui pose l'offre à des gens qui pendent tous les jours, qui n'ont pas besoin d'entrer au City seulement au cas d'une réunion, mais le poste stationnaire reste entre la maison et le centre district. Ça me semble très intéressante idée, accompagnée par swimming pool sur le toit, etc., petit appartement, mini appartement pour le travail de projet, pour avoir plus adaptation aux besoins des clients. C'est ça une chose qu'on a discuté. L'autre, c'est que la réduction en conséquence des home office, de télétravail, crée des surfaces libres. Mais avec un changement de la réalisation des surfaces de bureaux adéquates à des besoins humains, aller-retour avec des endroits calmes, avec des endroits pour la discussion, mais pas comme a eu avec le but de minimaliser les coûts de l'entreprise. C'est un autre approach. Ça peut compenser
les surfaces vides si on crée de nouvelles surfaces adéquates aux besoins. Ça, c'est une chose qu'on a dit. En Allemagne, on a déjà la discussion. Ils ont un peu une autre situation. Les prix sont plus bas. Les entreprises n'ont pas le même budget pour le facteur de coût d'un immeuble. Ils ont commencé à discuter au lieu de donner par bonus aux employés une voiture d'une catégorie plus haut, on donne un budget pour établir le home office avec des meubles plus haut de gamme, avec de la technique optimale. Ça, c'est le bonus dans une partnership entre l'entreprise et l'entrepreneur privé à la maison qui fait son travail. J'ai l'idée que ça, c'est assez important, être ouvert à nouvelles idées qui peuvent créer une solution dans une situation particulière. Bon, s'il y a des autres questions. Alors, Thomas, si je peux me permettre, on va quand même écouter Kay sur, en réponse à la question de Cédric par rapport à Schussnutzung. Voilà. Je vais répondre très rapidement, mais je pense que l'intervention de Thomas était très pertinente et ça parle bien de ces pistes, ces facteurs dont je parlais avant, le réseau d'entreprises. Donc, ça va s'atomiser, comment dire, c'est fragmenté. Ça va pas être juste la maison et les bureaux, le siège, mais il y aura toute une série de tiers-lieux entre deux qui vont apparaître et se renforcer. Alors, pour répondre très rapidement, en Suisse alémanique, il y a un historique, je pense, peut-être parce qu'il y avait des friches industrielles qui sont libérées historiquement plus rapidement qu'en Suisse romande, peut-être, je ne sais pas. Il y a toute une série de sociétés qui ont déjà un historique comme Institut à Bâle. À Zurich, il y a Novak Solutions qui sont derrière une initiative qui s'appelle TGIM, Thank God It's Monday, qui sont spécialisés dans reprendre des locaux, comme les locaux que j'ai montrés, c'était de TGIM, locaux de UBS, quand UBS répatrie un bureau, l'amène à Schaffhausen ou ailleurs, libère cette surface. Souvent, il n'y a pas tout de suite un investisseur, un repreneur de ces bails. Ils sont très à l'écoute du marché. Ils interviennent de manière très réactive et en question de quelques mois, 2-3 mois, ils établissent un usage éphémère. Après, il faut toute une machinerie de marketing derrière pour attraire, bien sûr, les utilisateurs. L'avantage, c'est que on ne joue pas avec des prix du marché conventionnel, donc on est très compétitif parce qu'on fait des investissements très modestes. Aussi le loyer, vu que c'est un usage éphémère, je pense que les propriétaires sont prêts à baisser de manière assez substantielle le loyer. Donc il y a toute une série de, je pense, une culture et aussi d'entreprises. Il y a aussi Intermezzo, il y a un autre qui s'appelle Projet Interim. Donc il y a toute une série d'acteurs qui sont spécialisés dans les Zwischennutzung. Et ça, je pense, cette spécialisation, ça change vraiment la donne. Donc, si on comprend bien, il y aura de nouveaux services qui vont être créés autour de ces hubs ou de cette tendance. Ce qui va certainement créer des nouvelles places de travail et recréer une certaine dynamique. On l'espère tous. Justement, pour rebondir sur ce que a dit Thomas, c'est très intéressant. C'était un résumé du webinaire qui a eu lieu pour la partie suisse-almanique en allemand. Et tous ceux qui sont intéressés, évidemment les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, sont invités à consulter par la suite l'enregistrement s'ils n'ont pas eu l'occasion de participer au webinaire de ce matin. Voilà, donc je ne sais pas. Oui, Léo. Je voudrais conclure tout simplement pour
faire une synthèse un peu de toute cette thématique, c'est que ce type de transformation de bureaux en logement ne peuvent se faire qu'avec une solide volonté politique, car l'équation économique est difficile à trouver. Donc actuellement, même avec les bonus de constructibilité accordés pour ce type d'opération, d'ailleurs chez nous par la loi Elan, par exemple, les investisseurs privés ne s'intéressent pas à ce type d'opération dans Paris en tout cas, à cause des taux de vacances historiquement bas dans Paris et des loyers à la hausse. Le bureau traditionnel est actuellement bien plus rentable. Donc, d'autant que les opérations doivent compter une proportion de logements sociaux qui viennent encore alourdir la facture. Donc, ce genre d'opération trouve mieux sa place, comme je vous disais tout à l'heure, en proche région parisienne qui dispose d'immeubles de bureaux prêts à être transformés et où l'opération peut s'avérer rentable. Et c'est là où le vrai sujet. Voilà. Merci beaucoup Léo pour cette conclusion. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table avec quelques mots ou une phrase pour conclure de la part de chacun des spécialistes? On va commencer peut-être avec Cédric. On voit que la situation, elle se présente de manière différente en fonction des régions. À Genève, on n'a pas cette volonté politique d'offrir une flexibilité. Le monde politique est extrêmement polarisé. Il y a une défense des locataires vis-à-vis des bailleurs. Il y a une méfiance des locataires vis-à-vis des bailleurs. Et tout ça conduit à un immobilisme qu'on ne retrouve pas en Suisse allemande, parce que les Suisses allemands ont la grande force de trouver des consensus sur ces sujets, ce qu'on n'arrive pas à faire en Suisse romande, et c'est malheureux. Et donc, je rejoins dans ce contexte-là la conclusion de Léo Attias, qu'il faut une volonté politique, en tout cas en Suisse romande, pour que cette flexibilité soit atteinte d'un point de vue juridique. Merci Cédric. Kay, quelques mots peut-être en conclusion? Oui, pour citer Winston Churchill, il ne faut pas gaspiller une crise, il faut profiter de ces situations exceptionnelles pour réinventer des modèles. Et je pense, comme vous venez de le dire, Maître Lenoir, Léo Attias, la volonté de tous les acteurs, pas seulement politiques, mais aussi politiques, aussi les propriétaires, aussi les développeurs, aussi ceux qui conçoivent, doivent être dans cette mentalité de réinvention. Merci beaucoup, Kay. C'est vrai qu'il faut effectivement se rappeler que c'est l'humain qui est au centre de tout ça. C'est intéressant de voir que l'évolution, à mon avis, va dans le bon sens. En tout cas, on vit une mutation de ce segment des bureaux qui est très intéressante. Thomas, est-ce que tu veux peut-être conclure ce webinaire? Oui, merci. J'ai déjà fait un petit résumé avant, je ne vais pas faire si long, mais j'ai compris que Genève est plus proche à Paris que Zurich. Le règlement est peut-être un endroit, comme dans la FIAPSI, typiquement, c'est usuel. On doit comprendre les avantages de l'autre côté pour implémenter un tout petit peu de tous les deux côtés pour avoir une solution meilleure à la fin. C'est ça. En plus, je dois faire publicité pour notre événement prochain de la FIAPSI Suisse. C'est à Vernier. On peut là contrôler un peu la théorie qu'on a sentie aujourd'hui avec la pratique. Peut-être, Vitaly, tu peux quelque chose dire auprès du projet de la case study? Oui, tout à fait. Alors, le 18 septembre, nous invitons tous les intéressés à faire la visite du projet qui s'appelle le quartier de l'Étang. C'est à Vernier, à Genève. C'est pas loin de l'aéroport, justement. C'est une des régions dont on a parlé tout à l'heure, avec une mobilité, donc accès autoroute et puis les nouvelles gares. On sait également que l'aéroport est en train de se rénover. Il permettra une capacité supplémentaire de passagers donc qui pourront venir à Genève.
Le projet, c'est un projet mixed use, donc nous avons environ 1000 logements, 870 logements, on le voit sur le slide. C'est le plus gros projet européen privé, donc détenu par un privé. Il est estimé à environ 1,3 milliard de francs suisses. Il y aura beaucoup d'hôtels, il y aura des bureaux, donc ça va être un nouveau centre, un nouveau poumon de la ville qui sera créé. Et nous invitons nos membres et les non-membres à venir à l'occasion de la visite de ce chantier qui sera présenté par Anne-Marie Leuillet, pilote, donc directeur général de PCM promoteur, et puis le pilote du projet depuis son origine, depuis l'obtention des autorisations. Un projet d'envergure, j'ai plus les mètres carrés exacts, mais on est à plus de 200 000 mètres carrés pour le projet. Donc c'est vraiment important pour la ville de Genève. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Je remercie cordialement Cédric Lenoir, donc avocat et partenaire de l'étude Lenoir Delgado à Genève, spécialiste du droit immobilier. Je remercie Ki Kawamura, cofondateur et partenaire de Studio Banana, donc à plusieurs bureaux, Londres, Lausanne, Bâle, Madrid. Je remercie également Léo Attias, président FIAPSI France, qui nous a parlé du haut de son expérience de 35 ans dans le domaine de l'immobilier. Bravo et merci pour la participation. Et évidemment, Thomas, pour l'organisation. Ce webinaire sera enregistré, donc nous vous invitons à consulter le site de la FIAPSI Suisse et je pense de la FIAPSI internationale pour pouvoir le révisionner. Je souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bon, Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci pour votre participation.